Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons définir la force d'écoulement et le phénomène de boulance dans le sol. Alors, comme nous avons dit auparavant dans la vidéo précédente, la contrainte totale appliquée à un point M qui se trouve à la profondeur Z par rapport au terrain naturel est égale à une contrainte effective due au squelette solide plus la pression interstitielle. C'était dans le cas d'une nappe statique, ça veut dire sans écoulement. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir la contrainte effective dans le cas d'un écoulement. Nous allons voir l'exemple suivant, c'est le même que nous avons donc fait la dernière fois, sauf que ici il y a un écoulement descendant qui s'ajoute. Nous allons écrire donc le postulat de Terzaghi. Donc la contrainte totale au point M est égale à la contrainte effective au point M plus la pression interstitielle. Donc ici la contrainte totale c'est égal à gamma saturé fois Z parce que la contrainte totale appliquée au point M c'est le poids des terres qui se trouve au-dessus de cette surface élémentaire. C'est toujours le poids volumique du sol avec l'eau qu'il contient bien sûr fois la profondeur Z est égal à sigma prime M plus la pression interstitielle. Ici, la pression interstitielle, elle est inconnue. Avant, lorsque nous avons travaillé avec la nappe statique, la pression interstitielle était égale à gamma de l'eau, le poids volumique de l'eau, fois la profondeur du point considéré, le point M, par rapport au niveau de la nappe. Ici, dans l'exemple, le niveau de la nappe, il coïncide avec le niveau du terrain naturel. Alors, pour calculer cette pression interstitielle, nous allons donc utiliser la perte de charge et le gradient hydraulique. Alors, la perte de charge totale entre le point A et le point M est égale à la charge hydraulique au point A, puisque l'écoulement il est descendant, donc H moins H total au point M. Alors, si je prends la référence ici, au niveau du point M, ça va donner que la charge totale au point A, donc pour la charge d'élévation, c'est Z, et pour la charge de pression, c'est 0, puisque là règne la pression atmosphérique. Donc, moins H total au point M, ici, donc la charge d'élévation, c'est 0, puisqu'elle correspond à la référence, et la charge de pression, c'est UM sur gamma oméga. Alors ça, c'est la perte de charge. Donc delta H de A à M. Alors cette perte de charge, elle est égale d'autre part à quoi? Elle est égale au gradient hydraulique, bien sûr, fois la distance parcourue entre le point A et le point M par l'écoulement. C'est un écoulement vertical descendant, donc les lignes de courant sont verticaux et parallèles. Donc I fois Z, donc c'est AM. Ça veut dire que la pression interstitielle, donc c'est égal à gamma oméga fois Z moins I gamma oméga fois Z. Ça, c'est la pression interstitielle. Alors, qu'est-ce qu'on remarque là? Cette pression interstitielle, elle est donc composée de la pression interstitielle que nous avons évaluée avant, lorsque la nappe elle était statique. Donc, la pression interstitielle totale, elle est composée d'une pression interstitielle statique et d'un terme qui résulte de l'écoulement, qui est appelé pression interstitielle de l'écoulement. Donc nous avons ajouté ce terme qui est bien sûr dû à l'écoulement. D'accord? Alors si je calcule la contrainte effective, sigma prime M, c'est égal à la contrainte totale, ça veut dire gamma saturé fois Z, moins la pression interstitielle, moins gamma oméga fois Z, plus I gamma oméga fois Z. Donc ce terme, c'est égal à gamma prime fois Z
plus I gamma oméga fois Z. Alors ça, c'est la pression effective au point M. Alors, ici, je remarque que la contrainte effective est égale à la somme de deux termes qui sont tous les deux positifs. Ça veut dire que dans ce cas d'un écoulement descendant, la contrainte effective, elle n'est que améliorée. Donc, avant, lorsque la nappe elle était statique, elle était égale à gamma prime fois Z. Maintenant, avec cet écoulement descendant, il y a un autre terme qui s'ajoute, ça veut dire qu'elle est améliorée. Et c'est cette contrainte effective qui va rendre le sol plus stable, le rendre plus résistant et aussi moins déformable. C'est pour cela que nous tenons à calculer cette contrainte. Pourquoi elle tend à améliorer le sol? Parce que c'est la contrainte appliquée sur le grain solide. Lorsque je dis appliquée sur le grain solide, ça veut dire que c'est lui qui va supporter. Lorsque c'est le grain solide qui supporte, il résiste. Alors que si j'applique la contrainte sur l'eau, il va se trouver son chemin et il va se drainer par la suite. Ça veut dire que je ne peux pas compter sur la pression interstitielle parce qu'avec le temps, elle va se dissiper. D'accord? Donc, lorsque j'ai une contrainte totale appliquée à un point M et qui est décomposée en une contrainte effective et une pression interstitielle, plus cette contrainte effective l'emporte sur la pression interstitielle, plus mon sol est fort, elle est plus fort. Donc ici, lorsque j'ai un écoulement descendant, je répète que c'est un cas qui est favorable pour mon sol, puisque cette force d'écoulement, j'ai une force d'écoulement qui est dirigée vers le bas et qui va encore m'améliorer ma contrainte effective, et la contrainte appliquée sur le squelette solide va être de plus en plus importante. Donc, maintenant, si je prends le cas d'un écoulement ascendant du bas vers le haut, et je vais essayer de faire exactement la même chose. Donc le postulat de Terzaghi, la contrainte totale au point M est égale à la contrainte effective plus la pression interstitielle. Donc la contrainte totale, c'est toujours gamma saturé fois Z est égal à cette contrainte effective plus la pression interstitielle. Alors cette pression interstitielle, je ne la connais pas, je vais essayer de la déterminer. Donc je vais faire delta H, donc l'écoulement ici se fait de M à A. Donc la perte de charge de M à A, c'est égal H total en M moins H total en A. Alors, je prends toujours la même référence, H total au point M. Donc, la charge de pression, c'est égal à UM sur gamma oméga et la charge d'élévation, c'est 0. Moins pour A, donc la charge d'élévation, c'est Z et la charge de pression, c'est 0. Alors, nous allons vraiment faire exactement la même chose que tout à l'heure. Donc, delta H, c'est égal à I fois la distance entre le point A et le point M. Ça veut dire que la pression interstitielle au point M est égale à gamma oméga fois Z plus I gamma oméga Z. Donc la pression interstitielle UM est égale à la pression interstitielle statique plus la pression interstitielle due à l'écoulement. De calculer maintenant la contrainte effective, sigma prime au point M. Je vais écrire que c'est la contrainte totale gamma saturé fois Z, moins la pression interstitielle gamma oméga Z, moins I gamma oméga Z. Donc là, c'est égal à gamma prime fois Z, moins I gamma oméga fois Z. Alors cette fois-ci, lorsque j'ai calculé cette contrainte effective, comme j'ai dit, qui traduit la résistance du sol, là, je trouve qu'il y a ici un signe moins. Ça veut dire que cette contrainte effective pourrait être négative, qui est un problème. Alors, au niveau du point M, il y a des grains qui se trouvent au-dessus et d'autres qui se trouvent en bas. La contrainte effective, c'est la contrainte appliquée entre le grain supérieur sur les grains inférieurs. Ça veut dire que ici, c'est le grain en haut, c'est une contrainte qui est dirigée vers le bas et de l'autre côté, donc j'ai la réaction sigma prime. Ça veut dire que, donc ça c'est sigma prime qui est positif. Donc c'est ce cas
qui est bon pour le sol, pour la stabilité du sol. Mais si sigma prime devient négatif, ça veut dire que ça va, donc la contrainte va être dirigée dans le sens contraire et les grains vont avoir tendance à se séparer, ce qui est un danger pour le sol. D'accord? Donc, je me demande là, quand est-ce que cette contrainte est négative? Donc, elle est égale à 0 quand? Donc, sigma prime en M est égal à 0 quand gamma prime est égal à I gamma oméga. Ça veut dire lorsque I est égal à gamma prime sur gamma oméga. Alors, ce I, il est appelé I critique. C'est le gradient hydraulique critique. Pourquoi il est critique? C'est lorsque I devient supérieur à ce gradient hydraulique critique, ne pouvons déduire automatiquement que dans ce cas, sigma prime est inférieur à 0. Lorsqu'il est inférieur à 0, ça veut dire que les grains du sol peuvent être séparés et ainsi les grains en haut, ils vont être entraînés par l'écoulement. Vous voyez là que nous travaillons avec le cas d'un écoulement ascendant. Donc, il va essayer d'entraîner les grains vers le haut lorsque sigma prime est négatif. Lorsque sigma prime est égal à 0, ça veut dire le gradient hydraulique est égal au gradient hydraulique critique qui est égal à gamma prime sur gamma de l'eau. Dans ce cas, nous disons que nous sommes dans l'état critique, le cas d'équilibre limite. Donc, si j'essaie de définir le phénomène de Boulens, je dirais que ça se produit lorsque j'ai un écoulement ascendant et la contrainte effective est négative. Ça veut dire que les grains du sol sont séparés et ils sont entraînés avec le sol, donc avec l'eau. Ils sont entraînés, donc les grains du sol, ils sont entraînés avec l'eau vers l'eau. C'est le phénomène de Boulens. Concernant la force d'écoulement, c'est une force volumique comme le poids et elle est égale, donc la force de l'écoulement. Donc, la force de l'écoulement est une force qui est égale à I gamma oméga fois le volume que nous avons. Elle provient d'où cette force? C'est de la pression interstitielle, c'est de UE. Celle-là, la pression interstitielle statique, elle provient de la poussée d'Archimède, comme nous avons vu dans la vidéo du postulat de Terzaghi. Et la pression interstitielle de l'écoulement, elle vient de cette force. Donc ici, c'est une pression I gamma oméga fois Z. Si je veux la force, je dois multiplier par la surface. Ça veut dire que ça va être un volume. Donc FE est égal à I gamma oméga fois le volume. On calcule généralement la force de volume par la force d'écoulement par unité de volume. Et elle est toujours dirigée selon l'écoulement. Ça veut dire que dans ce deuxième cas, la force d'écoulement, elle est verticale ascendante. Et dans le cas précédent, elle était verticale descendante. Alors, donc pour éviter le phénomène de Boulens, il faut vérifier que la contrainte effective est toujours supérieure à 0 et ou bien que le gradient hydraulique reste inférieur au gradient hydraulique critique dans le cas d'un écoulement ascendant. Voilà. Alors, nous avons vu la contrainte effective dans le cas d'un écoulement unidimensionnel ascendant et descendant. Nous pouvons aussi calculer cette contrainte effective et la force d'écoulement aussi dans le cas d'un écoulement bidimensionnel. Donc, c'est toujours le postulat de Terzaghi qui s'applique. À un point donné du réseau, nous pouvons déterminer la pression interstitielle et la contrainte totale, elle est calculée toujours de la même formule et ainsi nous pouvons en déduire la contrainte effective sigma prime à n'importe quel point du réseau. Autre chose, ce phénomène de Boulens se produit généralement à l'aval des ouvrages hydrauliques, notamment les barrages. Donc lorsque nous avons par exemple un barrage en béton, l'eau il va donc suivre son écoulement sous la base du barrage et il va réapparaître en aval. Donc là, en aval, il y aurait un écoulement qui va être ascendant vers le haut.
Et c'est généralement dans ce cas où il y a ce problème de boulance. Alors, ramener à calculer le gradient hydraulique en aval de l'ouvrage, là où il y a un danger par rapport au phénomène de boulance. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut calculer soit la contrainte effective ou bien le gradient hydraulique pour pouvoir le comparer avec le gradient hydraulique critique. Donc pour cela, il faut calculer le gradient le plus grand. Si lui, il passe, s'il est inférieur à I critique, automatiquement les autres gradients seront plus petits. Alors, pour calculer le gradient hydraulique le plus grand, ça veut dire qu'il faut faire le calcul par rapport au quadrilatère curviligne le plus petit, dans la distance entre les équipotentiels est la plus petite. Donc ici, le gradient hydraulique va être plus grand. Et on peut le comparer avec le gradient hydraulique critique pour bien sûr s'assurer de l'absence du phénomène de boulance. Donc j'espère que cette partie vous a été bénéfique et je crois que ça va être la fin de cette série des cours de base de la géotechnique relative à cet aspect hydraulique de la mécanique des sols. Peut-être que nous pourrions ajouter d'autres éléments par la suite, mais à ce temps, je vous dis merci et à la prochaine.